Bonjour Jean-Michel Blanquer. Bonjour. Vous avez bien sûr été le ministre de l'Éducation nationale aux côtés d'Emmanuel Macron. Vous publiez La Citadelle au cœur du gouvernement Shelba Michel. On a rarement vu un homme politique se confier autant sur l'expérience du pouvoir, à l'intérieur du pouvoir, à l'intérieur de cette citadelle. Aujourd'hui, vous n'y êtes plus dans cette citadelle. On entend parler évidemment de Michel Barnier qui n'arrive pas à faire ce gouvernement, des premières tensions avec Emmanuel Macron. Vous vous dites quoi? Aujourd'hui, le pouvoir est en train de vaciller. Il y a un véritable danger politique. Il faut toujours être attentif à ce qu'il n'y ait pas une instabilité trop forte du pouvoir. C'est vrai aujourd'hui comme ça l'a été à d'autres époques. Oui, donc oui, en ce moment on est dans une période difficile, risquée, et il faut tout faire pour que la stabilité revienne. Oui. Je pense risque que Michel Barnier jette l'éponge. Tous les risques politique, existent. Oui. Tous les risques existent, celui-ci comme les autres, mais ça n'est vraiment pas désirable comme scénario. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron aujourd'hui? On va parler dans ce livre, vous le connaissez bien. Comment il fonctionne? Je pense qu'aujourd'hui, il doit surtout éprouver le besoin de se ressourcer, de reprendre un peu la main, ce qui suppose d'ailleurs plus d'abstention, plus de silence de sa part. C'est pas sa pente naturelle, mais la situation l'y oblige. Et donc, plus il réussira à laisser de la marge à Michel Barnier, meilleur ce sera pour lui-même. Mais va-t-il aller jusqu'au bout de ce raisonnement? Ça n'est pas certain. Oui, c'est quelqu'un de terriblement difficile à comprendre, Emmanuel Macron. Oui et non. C'est-à-dire que pour travailler de façon opérationnelle, il peut avoir à la fois une très grande capacité de travail. C'est une chose qui le caractérise beaucoup, qui doit vraiment être dit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, vous lui donnez un dossier à minuit, le lendemain à 8 heures, dans une réunion, il a parfaitement maîtrisé le contenu de ce dossier, même s'il est très épais. C'est quelqu'un qui a du discernement, c'est quelqu'un qui a le sens de la décision. Et c'est par exemple ce qui a fait de lui, à mes yeux, un bon chef d'État dans plusieurs circonstances difficiles, comme par exemple la crise sanitaire. Oui, ça c'était le bon côté. Le mauvais côté, vous le dites, vous parlez de la dissolution, vous dites que c'est une décision qui était irrationnelle, immorale, de la part de Emmanuel Macron. Vous dites qu'elle a été déclenchée par l'homme qui avait déclenché lui-même tant d'espérance, avec des conséquences graves aujourd'hui. C'est donc la faute d'un homme? Alors, on vit des temps qui, de toute façon, sont difficiles. Et d'ailleurs, quand Emmanuel Macron prend le pouvoir en 2017, c'est déjà dans des temps difficiles. Et il apparaît précisément comme celui qui peut résoudre les contradictions qui travaillent la société française. Et l'espérance de 2017, elle a été bien réelle et elle a été partagée par une bonne partie de la population. À mes yeux, elle garde tous ses fondements. Je considère qu'il y a un bon en même temps. Je pense qu'il y a aussi un mauvais en même temps. Mais le bon en même temps de 2017, c'est-à-dire le dépassement des clivages, aller chercher à gauche et à droite les bonnes idées pour trouver des solutions aux problèmes concrets des Français, c'est quelque chose qui avait du sens et qui d'ailleurs s'est traduit par toute une série de politiques publiques dont certaines ont réussi. Alors évidemment, j'affirme qu'en matière éducative, nous sommes arrivés justement à un certain nombre de résultats grâce à cet élan et qu'on lui doit. Et puis avec le temps qui passe, et notamment la crise sanitaire qui a fait beaucoup de dégâts aussi bien dans la société que dans la vie collective, eh bien une forme de concentration du pouvoir a fini par donner cet effet de citadelle, cet effet de recroquevillement, Oui. qui est évidemment néfaste pour le pouvoir lui-même. Il vous reçoit longtemps après, on va en parler avant de ce qui s'était passé auparavant, mais après avoir quitté le gouvernement, et il vous pose des questions et vous lui dites en face à Emmanuel Macron, vous lui dites: que restera-t-il de l'anthropologie du macronisme, de sémillants trentenaires technocrates ou intrigants, les yeux rivés sur les sondages et les écrans pour piloter à vue, sans culture, sans vision et sans valeur? C'est ça le macronisme? Non, ça n'est pas ça. Heureusement, ça ne se résume pas à ça. Mais quand je dis ça, c'est pour dire le risque qu'il est en train de courir. Quand je dis ça, on est au début du deuxième quinquennat et je vois que les personnalités qui ont un peu d'épaisseur, qui savent dire non au président, qui représentent divers points de vue, sont celles qui sont justement évacuées au fil du temps. L'exemple que je donne là, c'est Gérard Collomb, mais on pourrait en prendre quelques autres, aussi bien en tant que ministre qu'en tant que conseiller, pour à la fin avoir une forme de profil standard, qui peut être celui-là. Il y avait d'ailleurs d'excellents trentenaire par ailleurs auprès de lui, mais d'autres peut-être moins. Mais c'est surtout le côté technocratique, standardisé, qui est, et puis le fait de déposséder les ministres de leur pouvoir, de tout concentrer en ses mains, qui représentait un danger. Je lui dis ça en 2022.
d'une certaine façon, ce qu'on voit ensuite en 2023 et 2024, malheureusement, va corroborer cette prédiction. Oui, quand vous parlez de Gérard Collomb, qui avait alerté sur le séparatisme, il avait alerté sur un certain nombre de choses qui menaçaient la sécurité. Vous dites dans le livre, c'est Tartuffe, hein, c'est cacher ce sein que je ne saurais voir. En fait, au moment de sa mort, finalement, on n'a pas pris en compte ce qu'il avait dit. Oui, Gérard Collomb s'est trouvé dans la situation que j'ai connue moi aussi, c'est-à-dire que désigner des problèmes apparaissait comme clivant. Ça, c'est le mot qu'on m'a souvent opposé. J'étais très attaché à la laïcité, lui aussi d'ailleurs, très attaché à nommer les problèmes de la société française pour mieux les résoudre, dans un esprit républicain. Et faire cela était considéré comme clivant, et c'est ce genre de choses qui progressivement évacuaient des personnes comme Gérard Collomb ou moi-même, parce que toute une série de personnes dans l'entourage du président considéraient que cette approche républicaine était excessivement républicaine en quelque sorte. Oui, oui, et vous allez avoir un déferlement médiatique contre vous, et pas le soutien peut-être que vous auriez pu attendre du chef de l'État. Moi, j'ai d'abord eu beaucoup de chance, puis l'inverse de cela. Mais je dois d'abord dire, et je le raconte dans le livre, que ça a été extraordinaire de pouvoir être 5 ans ministre de l'Éducation nationale, grâce à Emmanuel Macron, et pendant les 3 premières années et demie, pouvoir bénéficier d'un soutien assez incomparable. On va regarder cette une du Point, le nouveau cerveau de Macron. Il y avait une qui disait « le vice-président, l'homme qui veut arrêter les bêtises ». Vous étiez au sommet. Vous faites une émission avec Léa Salamé, il y a 71% de téléspectateurs qui vous voient un grand avenir. Est-ce qu'au fond, on ne va pas vous faire payer cela ? Peut-être. Ça, ce genre de choses peut déclencher toute une série de jalousies, mais à partir du moment où j'ai la confiance du président, en fait, cela permet de faire beaucoup de choses, et notamment d'être dans les réformes, d'être dans l'action. Et le système de la Ve République repose sur ça, c'est-à-dire vous pouvez agir, vous pouvez transformer. J'ai eu à cœur de démontrer que c'était possible, que l'éducation nationale était réformable, et nous avons réformé, et c'était parce que je m'y mettais, parce que je me retroussais les manches, avec le support du président. À partir du moment où ce support, à un moment donné, vous fait défaut, à ce moment-là, rien ne va plus, et notamment les campagnes de presse que j'ai eues contre moi, l'espèce d'année 21 extrêmement difficile, dont les coups les plus bas venaient de la majorité, et sans protection du président, à tout le moins. L'histoire de Ibiza, où on va vous reprocher d'avoir passé le Nouvel An à Ibiza, et vous vous attendez au soutien du président, et vous ne l'avez pas. Il vous dit, vous devez reconnaître que vous vous êtes trompé. C'est ça qu'il vous dit. Oui, je raconte, il faut aller dans le livre pour comprendre, mais je rappelle dans le livre que c'est une station balnéaire comme une autre à cette époque, hors saison, il fait 12 degrés, je prends 3 jours de vacances, c'est sans doute moi qui en ai pris le moins dans l'appareil d'État, avec une décision que nous avons annoncée quelques jours plus tard, mais dont les grandes lignes ont été décidées collectivement avec le chef de l'État, et donc dans une situation normale, on aurait dû défendre collectivement la situation dans laquelle on est. Au lieu de ça, on a préféré évidemment chercher une espèce de point de cristallisation du mécontentement que j'étais, au moment même où nous sortions de la crise sanitaire, pour laquelle j'avais, je le dis sans fausse modestie, mais j'avais un bilan sur la gestion sanitaire de l'ouverture des écoles qui était réussi, surtout en comparaison internationale. Vous êtes TV5 Monde, les gens qui nous écoutent savent que quand on a fermé que 12 semaines en France, c'était 38 en Allemagne, c'était aux États-Unis la moitié des enfants qui ne sont pas allés à l'école pendant 1 an. Donc on avait fait quelque chose d'assez fort, et je raconte dans le livre dans quelles circonstances on a pu faire ça. Donc on aurait pu sortir de la crise sanitaire renforcé en étant solidaire. Au lieu de cela, il y a eu une autre logique qui s'est imposée. Oui. Et alors, même avec le Premier ministre Jean Castex, qui, à un moment donné, vous met en porte-à-faux. Alors que vous avez joué le jeu, vous racontez dans ce livre. Et vous faites piéger, en quelque sorte. La politique vous piège. Vous savez, je ne sais pas si elle me piège, mais moi, j'ai tendance à jouer le jeu d'équipe. J'aime les jeux d'équipe, en sport comme dans la vie. À un moment donné, vous voyez que les coéquipiers cherchent plutôt à vous piéger qu'autre chose. Ça fait un effet bizarre, mais je ne regrette rien par rapport à ça, parce que ce qui compte, c'est d'avoir sa conscience pour soi. Oui. Qu'est-ce qu'on a pu vouloir vous faire payer, à un moment donné? Une certaine vision de l'école, une certaine vision de la République, au fond. Le successeur, ça va être Papa Ndiaye. Les observateurs vont dire, c'est l'inverse
de votre politique, en quelque sorte. Donc c'était un désaveu aussi, d'une certaine manière. Vous le prenez évidemment comme ça doit être pris. C'est qu'au fond, cette politique-là n'était plus celle qui était choisie, la vôtre. Bien sûr, et là, ma personne ne compte pas là. Ce qui compte, c'est qu'on avait prévu de réformer sur 10 ans, si le président était réélu, ce qui était le cas. Donc on avait un plan. Et ce plan, d'ailleurs, avait été déroulé pour plus de la moitié avec ce qui s'était passé lors du premier quinquennat. Prenez l'exemple des dédoublements des classes en grande section CP, CE1, dans les quartiers défavorisés. Ça a commencé à donner ses premiers fruits. Ça concerne encore aujourd'hui 400 000 enfants par an. Le rebond de l'école primaire en France est amorcé, les évaluations le montrent. Donc toutes ces choses-là, elles étaient aussi dans les mains du président qui avait un beau bilan à montrer aux Français. Au lieu de ça, on a choisi de nous-mêmes nous-mêmes, mon propre camp s'est mis à parler négativement de l'école au lieu de montrer ce qui avait été réussi. Et en plus, un zigzag politique a été fait, notamment sur les sujets, disons, de laïcité. Et par exemple, la fameuse abaya, bien entendu qu'elle était interdite lorsque j'étais ministre de l'Éducation nationale, comme l'ensemble des signes ostentatoires. C'est parce qu'il y a eu un petit peu de mou dans la ligne en 2022-2023 qu'ensuite ce problème s'est développé et qu'ensuite Gabriel Attal a pu interdire l'abaya, mais c'était une sorte de réinterdiction. Donc si vous voulez, l'absurdité du zigzag a quelque chose de terrifiant quand vous avez tout donné avec la confiance initiale du président pour que les choses changent et que c'était beaucoup plus simple de continuer dans cette logique constructive plutôt que de faire des zigzags. Oui. Autrement dit, une des choses que le livre montre, mais à partir d'un récit, c'est qu'au fond, parfois, il vaut mieux faire simple plutôt que de faire compliqué. Oui, à un moment, le ministère va être attaqué, physiquement attaqué. Vous allez, vous, porter plainte. Et au fond, c'est vous qui allez vous retrouver sur le banc des accusés. Vous racontez dans le livre, au fond, l'inversion comme ça que vous subissez. Souvent, ça arrive tout le temps. Oui. Il y a plusieurs moments où vous êtes en situation de menace ou d'agression physique, bien sûr. Mais dès que vous réagissez à la violence, et ça c'est un problème de société, ça peut vous tirer vers le bas, ça peut vous mettre vous-même en situation d'apparaître comme celui qui est en faute. Oui, il y a Gérard Miller qui va être contre vous, vous citez d'ailleurs, le psychiatre. Ça, c'est un épisode très particulier, parce que j'avais été agressé par des militants qui se trouvaient être aussi des enseignants lors de la campagne électorale de 2022. Et ensuite, il y a eu un procès, le procès des personnes qui avaient fait ça, qui avaient quand même commis une violence physique. C'est assez grave, parce que j'étais en train de faire campagne dans un marché, donc j'étais en train d'exercer une liberté publique. Je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Et le procès qui a eu lieu après devenait un peu comme autrefois, quand vous avez des procès de viol avec la jeune femme qui doit se justifier de la façon dont elle était vêtue ou de ses fréquentations. C'était un peu la même chose pour moi. Je devenais l'accusé du procès dont j'étais pourtant la victime, si vous voulez. Et donc, Gérard Miller, qui n'avait rien à voir avec tout ça, vient à la barre des témoins pour expliquer que c'est légitime d'avoir une agression physique contre moi, puisque moi-même, j'ai symboliquement exercé une grande violence vis-à-vis de ceux qui ensuite me violentent. Donc tout ça était totalement absurde, avec beaucoup de cuistreries, des phrases de pseudo-psychanalyse, etc. Mais à la fin, pourquoi ? Pour justifier de la violence physique, ce qui est scandaleux. Et ça dit et à ce moment-là, tout le monde l'acclame, etc. Et il y a quelque chose de terrible, d'un point de vue même anthropologique. Depuis lors, on a vu à quoi s'en tenir s'agissant de Gérard Miller. Mais à ce moment-là, c'est quelqu'un qui donne son crédit de sachant, de pseudo-sachant, pour justifier une agression physique contre un individu, moi-même, qui en plus était en train d'exercer une liberté publique. Oui, vous avez été la cible presque de lynchage médiatique à certains moments. Oui, j'ai senti en 2021-2022, encore une fois, quand vous accumulez un certain nombre de jalousie ou autres, ou d'attaques, qui sont aussi les attaques normales de la vie politique, mais que d'un seul coup vous êtes seul dans votre camp, là, les choses se déchaînent, et c'est ce que j'ai vécu. Je crois que chacun a pu le voir, c'était d'une violence terrible. J'ai décidé d'être stoïque, je n'ai rien dit sur le moment, j'ai fait le dos rond, j'ai continué les politiques publiques que nous avions à mener, j'ai tenu sur les principes qui étaient les miens, sur les principes républicains, et je me suis donné 2 ans de silence. Oui. J'ai écrit ce livre, et aujourd'hui, il ne s'agit pas d'ailleurs de régler des comptes ou quoi que ce soit, il s'agit au contraire d'exposer concrètement ça, et d'essayer d'avoir une réflexion qui va d'ailleurs au-delà des personnes, une réflexion un peu de philosophie politique, sur le pouvoir, sur les conditions à laquelle on peut réformer, puisque ce à quoi je tiens, c'est que ce livre n'est absolument pas pessimiste, ni fataliste, ni pessimiste. Nous avons fait des choses,
des choses plus grandes encore auraient été possibles si on avait eu plus de constance à la tête de l'État. Mais néanmoins, je tire un bilan positif de ce que l'on a pu faire quand les conditions étaient réunies. Donc ça montre que quand il y a l'esprit d'équipe, quand les objectifs sont clairs et quand on maintient le cap, en réalité, des choses sont possibles. Oui, on a vu une émission Cache Investigation il y a quelques jours, Élise Lucet, qui vous demandait des explications sur un rapport McKinsey au moment où vous étiez ministre de l'Éducation nationale. Et on a vu un échange assez houleux, on va dire, avec elle. Vous lui avez dit, vous êtes une menace pour la démocratie. C'était sous la colère que vous avez dit ça, ou est-ce que... Non, je pense que c'est sous la conviction, si je peux dire. C'est-à-dire que il y a le sujet de fond et le sujet de forme. Sur le fond, j'ai strictement rien à me reprocher dans cette affaire. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Il faudrait un petit peu de temps. Mais en gros, il y a un rapport réellement... Un rapport qui était justifié, vous dites? Oui, c'est un rapport très justifié, de comparaison internationale, qui est à la base des augmentations de salaire qui relèvent de plusieurs milliards par an des enseignants, dont le déclenchement... Donc il valait ce qu'il a coûté. Oui, il valait ce qu'il a coûté, parce qu'il a une technicité. Voilà. Et par ailleurs, dans le cadre d'un marché d'État qui n'est absolument pas conclu par moi, c'est ça à l'échelle interministérielle, et à chaque ministère, on donne une capacité d'achat, si je puis dire, mais ni le contrat relève du ministère, ni il s'agit d'un faux rapport, ni d'un rapport creux. C'est un vrai travail. Alors pourquoi ne pas le dire à Élise Lucet, tout simplement? Oui. Vous savez, parce que parfois j'aime bien... Alors c'est aussi un défaut, hein, et qui sans doute m'a coûté dans ces 5 années, mais c'est que j'aime bien dire les choses comme elles sont, si vous voulez. Et là, c'était une question de forme très grave, c'est-à-dire que j'étais en train de m'adresser à un public dans un lieu qui n'est pas un lieu public pour une conférence, quand d'un seul coup vous voyez surgir des caméras et on vous demande des comptes. Mais même un policier dans une enquête a besoin d'un mandat judiciaire pour faire une chose comme ça. Jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on va un jour frapper à votre porte à 6h du matin? Parce qu'elle avait demandé des explications, vous ne l'aviez pas répondu. Je lui avais envoyé, par SMS, et elle avait tous les éléments. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, chacun dans ses responsabilités, les journalistes, les responsables politiques, mais chaque citoyen, sur ce qui fait le contrat social. Il y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Vous ne pouvez pas surgir dans la vie d'autrui en lui réclamant des comptes avec une caméra. Ça n'est pas conforme à l'idée qu'on peut se faire de la démocratie. En revanche, sur le fond, quand les choses sont faites normalement, bien sûr que l'on peut répondre. C'est d'ailleurs ce que je fais avec vous maintenant. Donc, vous savez, si on ne fait pas attention à ces questions de forme, si on se laisse tous faire, si on se laisse mettre dans des espèces de corner de la tyrannie de l'immédiateté, de la tyrannie du buzz, de la tyrannie du sensationnalisme, alors si on ne résiste pas à ça, on va vers des pentes très peu démocratiques. Et donc c'est grave. Et je pense que cette façon de faire du journalisme, où en fait vous construisez quelque chose de manière un peu complotiste pour faire croire qu'il y a quelque chose, même quand il n'y a rien, a quelque chose de très dangereux. Je le lui ai dit en face. Évidemment, c'est pas forcément à mon avantage, parce qu'après on fait des montages et on donne le sentiment de quelque chose qui ne va pas. Mais au moins, les problèmes sont posés. Je pense qu'il faut le faire avec beaucoup de calme, de rationalité. Donc vous seriez prêt à lui répondre calmement, désormais? Ce que j'ai déjà fait, ce que je fais là, ce que j'ai fait en lui écrivant, ce que je peux faire devant n'importe qui, y compris des autorités adéquates. Mais par exemple, le Parlement a déjà enquêté sur ces questions. Ce qui est paradoxal dans cette affaire, c'est que ce rapport, c'est probablement un des seuls qui justement a été rendu public, que tout un chacun peut voir, et me fait penser à la personne qui cherche les clés sous le réverbère, parce que c'est le réverbère, c'est sous le réverbère que c'est allumé. Mais si les clés sont ailleurs, il faut aller chercher ailleurs que sous le réverbère. Et là, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que tout a été transparent, et donc j'ai aucun problème. Par contre, je trouve inacceptable, et je crois que chacun doit résister à un journalisme qui cherche non pas à établir la vérité. Le but initial n'est pas de dire on va faire la lumière. Par exemple, là, ce serait intéressant d'aller voir les ministères des autres pays du monde pour voir s'ils ont recours à des cabinets de conseil, à quoi ça sert. Ça, c'est intéressant de juger le pour et le contre. Là, il y a un but qui est d'emblée de montrer qu'il y a un problème, et puis on fait des montages pour démontrer cela. Je pense que le service public ne devrait pas se prêter à ça. La citadelle, hein, Jean-Michel Blanquer. Combatif, politique toujours. Au fond, à vous raconter ces derniers échanges avec Emmanuel Macron, il vous propose un poste d'ambassadeur, vous dites non. Vous dites non pour garder votre liberté, justement, qu'on trouve dans ce livre. Au fond, on ne peut pas vous acheter ou quelque part. Ah non, ça, on ne peut pas m'acheter. Oui. Mais la liberté, c'est très important, et on doit tous être très, très vigilants là-dessus. Aujourd'hui,
les démocraties sont un peu sur le reculoir, que ce soit pour des facteurs externes ou des facteurs internes. La liberté est précieuse et on doit tous faire notre maximum dans nos vies. Et c'est pas seulement un sujet de responsable politique. Aujourd'hui, je ne suis pas faire de la politique autrement, peut-être aussi. Bien sûr, on doit prendre des initiatives, on doit mettre de l'optimisme, de l'esprit constructif, de l'esprit d'équipe dans la vie collective pour construire du commun. Vous savez, aujourd'hui, l'individualisme, le matérialisme, le sensationnalisme, tous ces phénomènes de société sapent la démocratie et le commun. C'est pour ça que je parle tant de République, parce que la République, c'est le commun. On a besoin de collectif, on a besoin de solidarité, on a besoin d'unité, et on a besoin aussi de civilité, c'est-à-dire de se parler, de s'écouter, d'être dans la nuance, dans l'équilibre. Tout ça, c'est des valeurs très importantes, et c'est ça qui fait vivre la démocratie. Donc moi, là où je suis, j'essaye de faire vivre ça, et c'est pour ça que d'ailleurs ce livre n'est pas... il n'y a aucune violence dans ce livre, il y a juste la volonté de dire les choses comme je les ai vues. Et d'ailleurs, elles peuvent être réfutées par qui veut, et on peut faire tous les débats que l'on veut autour. Merci beaucoup, Jean-Michel Blanquer. La citadelle, au cœur du gouvernement, chez Albin Michel. C'est un livre politique, c'est exceptionnellement vraiment vrai, à l'intérieur donc du pouvoir, avec une franchise telle qu'on vient de l'entendre ici sur ce plateau de votre bouche. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.